Quand je suis allé à Saint-Vincent-de-Paul voir un grand patron, il m'a dit oh, vous savez, on vous a dit de ne pas le fatiguer parce que ses muscles étaient fragiles. Laissez-le faire ce qu'il veut, pour ce qu'il a à vivre. Puis faites-en un autre. En 1982, il n'y avait rien du tout. Rien. Si ce n'est que bon, on s'occupait de nos enfants, on leur faisait des massages, des bains chauds. Voilà. Et puis c'était tout. On attendait l'issue fatale. On savait que l'issue serait fatale. Quand, on ne le savait pas. Mais on vivait avec cette hantise tout au long des années qui passaient. Et mon petit garçon est parti à l'âge de 15 ans. Et j'étais persuadée, moi, que en réalité, forcément, il y avait quelqu'un qui n'avait pas pensé à quelque chose, que forcément, il y avait un truc, mais que c'était pas possible, quoi. Une maladie qu'on n'arrive même pas à traiter, dont on te dit que de toute façon, il n'y a rien à faire, etc. Tu peux pas croire et tu te dis que peut-être quelqu'un n'a pas oublié, n'a pas pensé, quelqu'un n'a pas fait, etc. Au départ, on était inquiet par sa façon de marcher, par ses chutes, par sa difficulté à monter un escalier. Et puis, ça a quand même été un gros choc, dans la mesure où on a eu, sans un clignement de paupières, le diagnostic et ce qu'il impliquait à l'époque, c'est-à-dire un danger de mortalité très précoce, on parlait de 20 ans, et d'un état grabataire dès 17-18 ans. Et le médecin m'avait déjà dit, vous savez, il a une maladie des muscles, un retard musculaire. J'ai dit alors, vous allez me donner les médicaments pour le soigner, pour le guérir. Il m'a dit non, il n'y a rien. Le 24 décembre 1946, dans une famille habitant la région d'Angers, naît Jean-Louis, le premier des 7 enfants de Jean et Yolaine de Quépert. Jean-Louis, comme 3 de ses frères qui le suivront, est myopathe. Il fallut des années aux parents pour identifier la maladie de leur enfant. Origine inconnue. Pronostic inconnu. Traitement inconnu. Enfin, pour nous, 4 garçons handicapés, 4. Apprendre à mourir à 4 garçons, les assister jusqu'au dernier jour, en les aidant à respirer, en se levant 5-6 fois la nuit pour frotter leurs muscles parce qu'ils ont des crampes. C'est ahurissant. Alors qu'est-ce qui nous restait? Il nous restait la lutte, fallait bagarrer. Ils ont dit c'est pas possible, on peut pas rester comme ça. On peut pas rester tout seul avec ça. Et c'est là qu'ils ont eu l'occasion de voir qu'il en existait d'autres dans le même cas. Ils ont dit, en se mettant tous ensemble, on arrivera peut-être à faire quelque chose. Peut-être pas à les guérir, parce que je crois qu'ils se faisaient quand même pas trop d'illusions à l'époque, mais au moins trouver une façon d'améliorer le quotidien. L'Association française contre la myopathie va vous présenter quelques séquences filmées pour lesquelles elle vous demande toute votre indulgence. Elles sont œuvres d'amateurs et veulent être un témoignage. En février 1958, ils sont 9 autour de Jean et Yolaine de Quépert, tous parents d'enfants myopathes. Ensemble, ils créeront l'Association française contre la myopathie, qui deviendra l'Association française contre les myopathies. Yolaine de Quépert en est la présidente. Ils ont pris le dessus et ils l'ont bien fait sentir autour d'eux. Nous sommes des gens comme les autres, avec des difficultés. Les difficultés qui sont plus voyantes en ce qui nous concernait, mais ils n'ont pas voulu rester réduits à finalement des gens pour lesquels on ne pouvait plus rien.
Il n'est cette fois plus question de promenade, ni de ballon, ni de bicyclette. Quelques pas suffisent à épuiser nos deux petits myopathes. Regardez-les évoluer, s'asseoir, essayer de se relever tour à tour. Et conservez dans votre souvenir ce que, en moins de 2 ans, la myopathie peut faire d'un enfant. Avec Madame de Quépert, j'ai quand même beaucoup travaillé. J'allais ranger chez elle pour les conseils d'administration. On était toujours très à l'aise. C'était une famille bourgeoise, mais moi qui étais une petite ouvrière, j'étais toujours bien reçue chez elle d'une façon simple. C'est des gens formidables. À leur côté, participant à leur combat, il y a Marcel Torel, un homme atteint de la maladie. J'ai tout près Madame de Quépert, Madame Torel et Marcel Torel. C'est vraiment l'image de l'association, le débrouillard pour pouvoir avancer. Et Marcel, il souffrait surtout de son autonomie. Il était plus autonome, il était toujours obligé d'avoir un fauteuil, qu'on le pousse. Et puis Madame de Quépert elle était allée en Angleterre, avait ramené un fauteuil électrique qui se pliait bien, on enlevait la batterie, il se pliait, il tenait dans une 2 chevaux. Donc on a été très intéressés par ce fauteuil, et puis tout le monde aurait bien voulu des fauteuils comme ça, seulement il fallait aller en Angleterre. Mais lui, il était assez audacieux, le Marcel. Il est allé en Angleterre, et il a ramené des fauteuils. Il en avait ramené 2 la première fois. Et quand le douanier lui a dit « Vous avez quelque chose à déclarer ?» Il lui a dit « Non, une chaise électrique peut-être. » Et alors, ça a tourné en dérision, il est passé avec son fauteuil. Depuis l'Assemblée générale de 1967, des tensions au sein de l'association se sont multipliées. En 1968, c'est la rupture. Une association rivale, l'Union des myopathes de France, l'UMF, se met en place à Paris. On a eu une dissidence en 68. Et les Parisiens, peut-être parce qu'ils ne s'entendaient plus personnellement, je pense qu'il y a eu des histoires personnelles, ça s'est coupé. Et ils ont fait leur association sur le plan de Paris et se sont occupés de la recherche. En 73, j'avais été invité par Yolène de Quépert, présidente à l'époque, à leur assemblée générale. Et elle m'avait demandé de venir, avec l'accord de mon directeur d'établissement à l'époque, pour expliquer ce qu'on faisait dans l'établissement, la vie quotidienne des gamins dans l'établissement. Et à un moment, j'en viens à parler de ces rencontres à l'hôpital dans le cadre des consultations avec De Bos. Et puis de dire, mais c'est le seul qui actuellement s'occupe vraiment des malades et a des perspectives au niveau de la recherche. Je dis, mais on ne va pas en rester là. Et je dis, je pense que si on continue et si on l'aide, un jour il trouvera quelque chose. Et Madame de Quépert, à ce moment-là, dit, mais Monsieur Cunin, vous savez, en fait, oui, bon, ça c'est anecdotique, parce que ce qui nous intéresse, c'est la vie de nos gamins dans l'établissement, c'est le quotidien, c'est comment vous vous occupez d'eux. Et à ce moment-là, venu de la partie sombre du haut de l'amphi, une voix de tonnerre descend en disant « Mais tant qu'on entendra des conneries comme ça, nos gamins pourront continuer à crever. » Et j'ai vu un bonhomme descendre. Il n'avait pas la corpulence d'aujourd'hui, mais il était déjà pas mal. C'était Bernard Barateau. Il fallait aussi trier les idées au fur et à mesure qu'on entendait des choses. Moi, je chargeais un disque dur, vraiment dur d'ailleurs, avec des données que je ne connaissais pas, avec des détails sur la vie, sur les traitements, sur les soins, sur la médecine, sur l'argent aussi qu'il faut, parce qu'on ne parle pas de ça, ça fait pas bien, mais la plupart de ces gens-là vivent difficilement le handicap. Il faut beaucoup d'argent pour vivre avec un handicap lourd à la maison, un handicap lourd, évolutif. Maladie génétique, transmissible qui fera plusieurs personnes dans la famille. À Arinto, j'avais une famille avec 7 gosses. Donc c'était un père qui allait voir un d'autres parents et qui disait on a des trucs en commun, comment ça se passe chez vous? On a vécu dans la révolte, dans la justice, dans le sentiment de...
Et on se disait, mais je suis dans le même wagon, quoi. Ces gens-là, c'est ma famille, c'est ma vraie famille. C'est ceux avec qui je dois partager le quotidien, l'urgent, le vital. Leurs problèmes sont mes problèmes sont leurs problèmes. On n'arrive pas à soigner, on n'arrive pas à guérir, c'est ça. Si on y arrivait, les choses ne se passeraient pas comme ça. Et puis finalement, j'ai trouvé 8 familles qui ont décidé de faire un statut franc-comtois, l'Union des myopathes de Franche-Comté. On a fait ça parce que l'AUMF et l'AFM se battaient et que je n'avais pas envie qu'on participe à ça. L'association d'Angers, la FM, elle avait monté un vrai réseau de 60 et des poussières de délégations. Elle pratiquait la solidarité entre les familles. L'association parisienne à laquelle j'avais adhéré était le club des amis du docteur Jean Desmos. Et c'était extrêmement fermé. Donc la route était tracée. Il y avait un type en Europe qui s'occupait de ces maladies, c'était lui. J'ai été le voir, j'ai été reçu à bras ouverts, mais dans sa mallette, il y avait presque rien. Il y avait, pour traiter les gamins, il y avait les massages, des massages doux à type d'effleurage, je vais vous dire l'ordonnance. Chaque matin, pendant 30 minutes, des bains chauds au minimum à 39 degrés, si possible 40. Pour nos gosses, on avait inventé l'eau chaude, quoi. Desmos, il avait une façon de parler. Je me rappelle qu'il m'avait tapé sur l'épaule en me disant « T'en fais pas, ma vieille, on va s'organiser, on va se battre, ou je sais plus, enfin des choses comme ça, qui étaient très, très paternelles. » Et on a cru en Desmos. On pensait qu'il était à quelques mois ou quelques années au bord de la découverte de la façon de guérir ces maladies. Et puis malheureusement, ça n'est jamais venu. Mais quand on a le dos au mur, on est prêt à croire un peu n'importe quoi. Et puis très rapidement, dans les années 76, est apparue la génétique, et un jour Jean Desmos lui-même nous a réunis à Meaux. C'est le jour, je crois, où Birambeau s'est présenté pour la première fois dans notre assemblée, et il a dit à tout le monde, c'est pas moi qui vous apporterai la solution, c'est la génétique. Je me suis dit sur le moment, mais il est gonflé celui-là. Ça fait des années qu'on le soutient, qu'on lui donne tout l'argent, et il vient nous dire que c'est pas lui qui sauvera les gamins. Et sur le moment, j'en ai un peu voulu, puis aujourd'hui que je recule, je me rends compte que c'était un grand honnête homme qui a essayé de parler à des ignares que nous étions de ce qu'allait se produire. J'étais devenu l'ami du docteur Desmos. Il m'appelait ma petite vieille. Appelé la résidence Laforêt en raison du site boisé sur lequel il est implanté, un centre de soins pour myopathes adultes voit le jour dans la région d'Angers. Yolène de Quépert a voulu apporter aux myopathes adultes un accueil, des soins et une qualité de vie que leur situation familiale ne leur permettait pas ou ne leur permettait plus de trouver chez eux. Là, à Laforêt, ce que je souhaitais vraiment beaucoup, c'est donner la place aux personnes handicapées. Le personnel était là comme un moyen, c'est pas péjoratif dans ce que je dis, mais je voulais vraiment que les personnes puissent vivre le mieux possible et que les personnes au service de ces malades puissent aussi être des professionnels un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment en réponse aux besoins des malades. On a surtout beaucoup travaillé pour réussir la réunification des deux associations, qui étaient l'association de Madame de Quépert et la nôtre,
J'avoue que ça n'a pas été facile. Hein. Au début, c'était assez tendu. Mais je pense que la suite, elle nous a donné raison. Je pense qu'il y avait 2 générations de parents, en fait. Il y avait les générations de parents de Madame de Quépert, puis une nouvelle génération de parents qui était la nôtre, qui ont refusé la fatalité et qui ont voulu vraiment partir sur le chemin du médicament. Et à partir de là, on a travaillé dans ce sens-là. Et c'est là où je me suis un peu révolté. J'ai dit, si on veut qu'il y ait une recherche qui se fasse d'une façon efficace sur ces maladies-là, faut qu'on s'y mette. C'est à nous de faire les premiers pas et d'aller voir les médecins, les chercheurs. La plupart des gens du bureau de l'UMF me disaient c'est de la folie, jamais les médecins et les chercheurs s'occuperont de nous, quoi. C'est de l'utopie. Mon travail portait sur des aspects très fondamentaux du développement de la cellule musculaire, donc dans des conditions in vitro et tout ça. Et il m'a semblé en les écoutant qu'il manquait peut-être une dimension qui était proprement scientifique et même génétique du problème. Et je crois que je leur ai dit et que j'ai dû évoquer avec eux, si je ne m'abuse, la nécessité d'avoir à côté d'eux une sorte de groupe, sinon de comité ou de conseil scientifique. À partir de cette rencontre, on a eu d'autres noms. Et en fait, je crois que ce qu'on a fait, le mérite qu'on a eu, c'est d'aller au laboratoire, de masquer notre trac, de taper à la porte, d'avoir une voix qui disait « entrer », de rentrer, de trouver en général un scientifique enchanté d'avoir affaire à des malades et des parents de malades, et ayant envie d'étaler et son travail, et ses espoirs, et ses besoins en soutien. En octobre 1980, les journaux des 2 associations paraissent jumelés. En juin 1981, elles signent un protocole d'accord où il est avant tout question de rompre avec le passé et d'œuvrer désormais ensemble. La même année se crée le premier conseil scientifique de l'association. En 1982, Bernard Barateau est élu président de l'AFM. La première réunion s'est faite à Pasteur. Et là, le professeur, un terrible professeur qui s'appelait Chapira, qui dirigeait l'Institut de pathologie moléculaire de l'hôpital Cochin, m'a dit « Vous avez réuni ici des sommités de la science. De quel argent disposez-vous » J'avais pas grand-chose dans les caisses. Et j'ai répondu avec une insolence en lui disant « C'est pas comme ça qu'on va discuter, monsieur. Vous êtes chargé de faire la science et donc vous nous proposez des projets et nous on les finance. » Et le restant, ça ne me regarde pas. Il y a eu très vite grande confiance entre les familles, ceux qui animaient et qui montaient cette association et le monde médical et scientifique. J'ai écouté ce qu'ils me disaient, je me suis intéressée à leurs problèmes, j'ai fait ce que j'ai pu en fonction de leurs problèmes. Ce qui fait que quand ils avaient besoin de quelque chose, j'étais là aussi pour répondre. Parce que c'est des personnes qui ont quand même beaucoup souffert. Il ne faut peut-être pas trop les ennuyer non plus. Ce qui était important, c'est de voir la qualité des gens qui étaient là. Et qui tous s'intéressaient aux mêmes problèmes. Et tous pensaient qu'ils pouvaient apprendre des autres. Ce qui m'a intéressée à l'AFM, c'est cette manière de faire venir des gens qui s'intéressent. Et je pense que ça, c'était une grande qualité. La chose qui a peut-être le plus marqué, c'est le ton avec lequel les chercheurs parlaient de leur travail. Et je dis toujours que je crois que ce qu'on a fait de mieux, c'est de contraindre les chercheurs à venir s'expliquer en termes très très simples, non seulement devant les conseils scientifiques, ce qui est banal, mais devant les assemblées générales. C'était la première fois que je rencontrais des scientifiques de ce niveau, et moi je me disais je connais rien, etc. Et eux étaient contents de me rencontrer, parce que je pense que justement cette association scientifique par an est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est une action qui... l'association a permis aux scientifiques de se rendre compte qu'on existait, et en plus de ça, les scientifiques ont été assez gentils pour nous considérer comme des partenaires. Et puis les visites régulières que ces personnes venaient faire dans nos laboratoires, avec des
relation très très simple, se demandant les explications sur ce qui se passait, qu'est-ce qu'on pouvait envisager, et avec un esprit de ne jamais créer d'illusions. Ça les rendait plus accessibles, ça les rendait peut-être plus humbles par rapport à nous, peut-être plus humbles, parce que comme ils étaient impuissants, c'était pas eux les forts, c'était nous. Madame, Monsieur, bonjour. Tout d'abord, une information qu'il faut toujours accueillir avec la prudence d'usage. Un spécialiste américain aurait identifié le gène de la myopathie, Hélène Cardin. Cette étape est importante dans la connaissance de l'origine de cette terrible maladie. Les chercheurs vont pouvoir bientôt s'orienter vers l'élaboration de traitements. Encore aujourd'hui, les gens ne comprennent rien à la recherche. Les gens sont persuadés qu'il y a un peu de magie là-dedans. Or, il n'y a pas de magie, il y a des hommes qui sont souvent de très grande valeur, morale et intellectuelle, mais qui sont des hommes, c'est-à-dire qui ont des problèmes de carrière, des problèmes de réseau, des problèmes de spécialité, qui font qu'on ne peut pas leur abandonner le sort de nos enfants. Il faut les prendre comme des partenaires et non pas comme des maîtres. Il y a un moment où les chercheurs de type fondamental, comme on dit, ou en recherche fondamentale, finissent par avoir eux-mêmes un complexe de plus ou moins de culpabilité, en disant après tout, bien sûr, je fais des choses, je publie, éventuellement on se fait connaître de la communauté, peu à peu on peut acquérir même, pourquoi pas, une certaine notoriété dans l'enseignement ou ailleurs. Et puis quand on est confronté aux gens qui souffrent, qui ont une maladie, et surtout aux familles qui attendent de vous quelque chose, un véritable message, là on se dit qu'il y a un déphasage qu'il faut essayer tout de même de le surmonter. D'une certaine façon, les uns et les autres ne pouvaient pas se passer les uns des autres. Parce que qu'est-ce qu'ont apporté au départ les familles ? Elles ont apporté l'histoire naturelle de la maladie, les observations de l'enfant, le fait que pour connaître leur enfant, ses parents s'étaient beaucoup approchés de leur enfant. Et donc, en s'approchant de l'enfant, la connaissance qu'ils en avaient, les films qu'ils avaient faits, les photos qu'ils avaient prises, les photos de l'évolution de la situation des enfants, eh bien, tout ceci participait à cette construction du savoir. Bonsoir. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier téléthon européen, et il est français. C'est quoi un téléthon ? C'est un marathon télévisé qui dure 24 heures et plus. Il durera 28 heures. Au cours de ces 28 heures, vous entendrez souvent ces mots. Générosité, le cœur, la solidarité, l'effort. Nous ferons des efforts et même des exploits techniques. On vous demandera de faire également des efforts, mais la cause en vaut la peine. Il s'agit de la myopathie, une maladie que vous connaissez peut-être pas, une maladie que nous avons nous aussi découvert à Antenne 2 et c'est pour cela que nous avons décidé de nous mobiliser. Une maladie qui tue muscle après muscle. Vous le verrez dans des reportages, pendant 28 heures d'émission, nous vous montrerons ce que vivent des enfants myopathes, ce que vivent également leurs parents. Tout cela pour rompre le silence sur cette maladie. La réflexion, c'était il faut beaucoup d'argent. C'était une réflexion permanente dès qu'on a commencé l'association. Mais c'était aussi une réflexion qui a été vraiment complètement démultipliée par la découverte du gène de la myopathique Duchenne. Parce que là, la vision de Barreto, ça a été, à partir du moment où on sait où on va, il faut utiliser les moyens pour y aller. Et les moyens pour progresser dans la recherche génétique sont considérables et n'ont rien à voir avec les petites sommes qu'on allouait aux chercheurs chaque année. Donc il y a eu un pas de géant qui a été fait par les chercheurs, et nous, il a fallu qu'on fasse un pas de géant pour les aider dans la suite de leurs opérations. Il se trouvait qu'on recevait une revue de la Muscular Dystrophy Association qui parlait d'un truc qui s'appelle Téléthon. On voyait Jerry Lewis avec ses grimaces habituelles,
On voyait un orchestre, on voyait des enfants en fauteuil, on voyait des vedettes. On ne comprenait rien à tout ça, c'était tellement américain qu'on n'y comprenait rien. Mais on avait quand même quelque part derrière la tête l'idée de faire comme eux, puisqu'ils arrivaient à collecter plus de 20 millions de dollars. On se disait, s'ils ont un truc, peut-être qu'on pourrait un jour penser y aller. À partir de là, l'année d'après, on savait que Jerry Lewis venait à Paris. Donc j'étais le rencontrer à l'Olympia. J'ai passé 3 soirées devant la sortie des artistes. Et le 3e soir, son attaché de presse à force de me voir, elle m'a dit écoutez, il va vous accueillir quelques instants. Et à ce moment-là, il m'a dit écoutez, prouvez-nous ce que vous savez faire en France. Voilà l'adresse de mon association aux États-Unis. J'attends vos documents. Parmi les facteurs qui ont déclenché le Téléthon, je pense que le décès d'Alain Barato a été d'une importance extrême. Parce que je crois qu'on s'est dit les arguments rationnels qui sont contre le Téléthon n'ont aucun poids face à ce qui est arrivé à Alain. Et je peux presque dire que, d'une certaine façon, c'est un petit peu un martyr du Téléthon. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu cette rupture brutale, absolument inattendue, qu'on a balayé nos doutes. En tout cas, personnellement, je me suis dit, j'arrête et je rentre à la FM. Et le combat des gens du Téléthon, c'est le combat de gens en train de se noyer, c'est pas autre chose. Hein. C'est des gens qui ont le dos au mur, ils ont le talon dans le vide, ils sont en train de boire une tasse, ils sont obligés d'avancer d'une façon ou d'une autre. Et si on a des réussites en recherche, c'est parce que la pression qu'on a, cette mort qu'on a aux trousses, elle nous a fléché les chemins les plus courts vers une solution. Elle est dans le creux là-bas. Et je me rappelle effectivement un repas avec Bernard Barato, sa femme, la mienne. Moi, je mourais d'envie d'aller là-bas et j'attendais le feu vert. Et ce feu vert s'est déclenché pendant ce repas. Barato disant « Tu es Pierre et sur cette pierre, je vais attirer mon Téléthon ». Ce qui a fait rigoler tout le monde, mais moi peut-être moins que les autres, parce que je me disais, effectivement, maintenant que je dis que je voulais y aller, il faut y aller. Messieurs, la source bleue. Et là, j'ai pris effectivement les prochaines vacances qui venaient. Et en fait de vacances, on a passé notre temps à voir des chercheurs, à voir l'association américaine et à apprendre comment on faisait un Téléthon là-bas. L'invité d'honneur de cette émission est américain. Il est venu spécialement en France pour nous aider, pour nous parrainer, pour nous donner du tonus, et Dieu sait s'il en a. Mesdames, Messieurs, Jerry Lewis. I'm gonna love you like nobody's loved you, come rain or come shine. Le Téléthon, c'était quelque chose de totalement américain, personne n'y croyait, y compris les professionnels, y compris les consultants spécialisés dans la collecte de fonds, personne n'y croyait. I'll bet when you met me. Donc on était face à un scepticisme et à une hostilité générale. Et devant un problème financier géant, parce que la seule solution pour s'en sortir, c'était de trouver des partenaires avant d'avoir fait l'opération. Or, comme l'opération n'existait pas, c'était assez difficile de trouver des partenaires. Ça veut dire qu'on a été obligé de jouer un double jeu, de dire aux partenaires, on va avoir l'émission, puis aux responsables d'Antenne 2 de l'époque, on a les partenaires. Mais là, le mensonge que mes parents m'avaient interdit devenait permis. Pick up the phone. Prenez votre téléphone. Pledge the dollars. Envoyez votre argent. And we will have a victory dinner very soon. Et nous aurons un dîner de victoire très très vite. Merci. Merci. Thank you, Jerry. Thank you, Michel. Thank you very much. Thank you, George. Voilà. Je crois que d'abord ça a été la surprise
de l'existence même d'un téléthon, c'est-à-dire télévision marathon. 30 heures d'antenne en direct, ça ne s'était jamais vu. Et la richesse des propositions d'antenne, avec la diversité, avec le train, avec les centres de promesses, etc., les exploits, tout ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ensuite, le fait qu'on voit à l'antenne que les gens qui étaient à l'antenne, les animateurs, étaient solidaires les uns les autres. D'habitude, on les voyait chacun de leurs émissions. Là, ils étaient tous ensemble pour la même cause. Ensuite, évidemment, la découverte de cette maladie, la myopathie, 99%, je suppose, des téléspectateurs ne savaient même pas ce que c'était. La découverte des enfants qui étaient atteints de cela, leurs paroles, souvent extrêmement fortes. Ben, tout ça a créé une espèce d'entraînement général qui a fait que, à l'époque, c'est la télévision qui a proposé aux Français le Téléthon. Quelques années plus tard, ce sont les Français qui ont fait le Téléthon. Moi, toujours ce qui m'a frappé, ce que je raconte, c'est le premier soir à la maison de la radio, où en bas, dans les loges, en train de se maquiller, Barato arrive, il transpire déjà, il est déjà dans une agitation d'homme un peu fort, et qui dit, écoutez, bon, si vous faites 35-40 millions, ce sera génial, parce qu'on pourra continuer. Si vous faites plus, c'est inespéré, donc lâchez-vous, allez-y. Enfin, je veux dire, de toute façon, on vous dit merci avant même qu'on ait commencé. Jerry Lewis arrive, on commence avec sans doute un côté un peu naïf, artisanal. On commence, vous savez qu'on s'arrêtait vers 1h30 du matin parce qu'après on mettait des petits films et puis des mananas, puis on recommençait à 6h ou 7h, je sais plus. Et puis Jerry Lewis nous trouve très, comment dirais-je, minable, médiocre. Et il rentre dans son hôtel et il fait dire qu'il ne revient pas, qu'il se barre parce qu'on est trop nuls, quoi. Et puis le lendemain midi, lendemain après-midi, il voit que ça marche. Il s'aperçoit que partout en France où il y a des caméras, ça bouge. Et nous, on voit le compteur qui monte, qui monte, qui monte. Et on va terminer à 165 ou 75 millions, je ne sais plus comme ça. Et là, c'est la stupéfaction. C'est la stupéfaction. J'ai tellement de merci à dire à tellement de gens ce soir que j'ai peur d'en oublier. Je voudrais quand même saluer Jerry Lewis. Jerry, ça fait... Voilà. Et il faut préciser, au moment de cette émouvante accolade, nous allons franchir pratiquement en direct le cap des 160 millions, car il faut que vous sachiez également que la plupart des sponsors, la plupart des sponsors ne sont pas compris. Donc on peut déjà dire que nous avons largement dépassé les 16 milliards de centimes. Voilà. Honnêtement, on ne sait pas pourquoi ça a pris. On pourra toujours faire une analyse, décortiquer, se dire il y avait le talent des invités, l'émotion des enfants, la qualité d'intervention des chercheurs, le dynamisme technique parce qu'on était partout en France et peut-être un peu de talent des présentateurs, mais on ne sait pas très bien pourquoi ça a pris. En tout cas, ça prend. Je vais prendre un engagement solennel. Je m'appelle Bernard Barato, je suis le président de l'association et je m'engage dans les 12 mois à publier très clairement ce que nous avons fait de cet argent. Les choses doivent être transparentes et nous allons vous les rendre transparentes. Vous allez voir ce que nous allons en faire. Quand vous sortez la tête du sable et que vous vous dites, voilà, il faut que j'avance et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux apporter, c'est vrai que très clairement, ça ne pouvait être que des moyens supplémentaires pour l'association et donc les moyens supplémentaires, c'est-à-dire le Téléthon. Le Téléthon, à l'époque, c'était comment faire pour qu'il y ait plus de manifestations dans ma région. Quand on partage cette conviction, mais qu'on dit aussi combien, s'il n'y avait pas cette conviction, combien ce serait un vrai désespoir et un vrai tunnel noir pour nous, familles. Voilà, tout le monde s'engage à nos côtés et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, à chaque fois que j'allais voir les uns les autres, je pense qu'il y a une telle vérité, une telle monstruosité de la vie par rapport à ces enfants qui n'ont rien fait. Pourquoi ils sont malades? Pourquoi la maladie va évoluer? Pourquoi
pourquoi ce sera un jour fini? Ça, c'est pas possible. Donc, les gens, avec la conviction qu'on fait partager que si les chercheurs s'y mettent, s'ils s'engagent, on va trouver, les gens s'engagent à nos côtés. En 1988, l'association crée et met en place les services régionaux d'aide et d'information. La volonté est de mettre localement des professionnels de l'accompagnement au service des familles, en complément des services existants. Il fallait bien, en attendant, comme il faut encore, en attendant qu'on guérisse les enfants, leur aménager une vie la meilleure qui soit. Donc travailler sur le terrain pour que la vie soit possible avec le handicap qui découle de la maladie, quoi. Et le travail, ça a été au départ de mettre en place les services régionaux, revoir les délégations. Il y a eu mettre en place un corps de kinésithérapeutes conseil. Je crois que tout était à faire, un fonds d'aide pour les familles. Enfin, on a démarré, on n'avait pas de locaux, enfin les locaux, place de Rungis à Paris, c'était dérisoire. Ensuite, on a eu des locaux dans Évry, mais on était vraiment une poignée, quoi, puisqu'on faisait nous-mêmes les envois de VLM, quoi. Parmi eux travaille Claire Hamon. Ergothérapeute de formation et entrée à l'AFM en 1986, elle met en place et dirige les services régionaux d'aide et d'information avant de devenir directeur général de l'AFM. Je voudrais vraiment que vous sachiez faire vivre auprès de vous, dans vos équipes, auprès des organisateurs de manifestations, le projet de l'association, sa profondeur, sa détermination. Je crois qu'il mérite d'être partagé. Claire Hamon, je crois, avait une personnalité qui lui permettait de n'avoir aucune retenue quand il s'agissait de protéger et d'améliorer le sort des malades. Elle voyait très clairement ce qu'il fallait faire. Bernard, il avait toutes les idées. Ça fusait, il y avait une seconde, toutes les secondes, il y avait une nouvelle idée. Claire, c'était beaucoup plus calme et réfléchi que Bernard. Elle avait théorisé dans le domaine du handicap, dans celui de la recherche, dans celui de la médecine. Elle se coltait les médecins avec autant de force que si elle avait eu un enfant myopathe. En réalité, c'est peut-être ça que je trouvais extraordinaire chez elle, c'est qu'on n'avait pas l'impression qu'on avait une experte, une salariée, tout ce qu'on veut, quelle que soit sa qualité, on avait l'impression qu'on avait presque une mère de famille qui était avec nous. En 1990, l'AFM ouvre le laboratoire Généton et lance les premières campagnes de prélèvement d'ADN. Donc c'est un laboratoire privé, entre guillemets, hein, ce qui est très rarissime. Et deuxièmement, c'était quand même la vocation d'un laboratoire qui avait la vocation de faire des opérations à grande échelle. L'intelligence de Cohen, ça a été tout simplement de dire les Américains ont réparti le territoire américain en 23 laboratoires. Ils ont chargé chacun de ces laboratoires de faire la cartographie d'un chromosome du génome humain. Et ils ont demandé à la Terre entière de bien vouloir leur donner les informations pour simplifier le travail. Et il a dit c'est une erreur stratégique. C'est une seule et même technique. On va la mettre en un seul et même endroit et on va y passer les 23 chromosomes. Professeur, je parlais de révolution. En 1992, Généton publie les premières cartes du génome humain. Au cours du Téléthon 92, Daniel Cohen remet ses cartes à James Watson, prix Nobel de médecine en 1962, pour la découverte de la structure moléculaire de l'ADN. Nous sommes très honorés, très heureux de vous présenter ce livre. Et ce livre contient toutes les données obtenues dans le cadre du Généton. C'est le livre du génome qui vous est d'ailleurs dédié. Pour mon équipe, où il n'y avait pas que des médecins, il y avait des biologistes non médecins, c'était extrêmement stimulant de travailler dans un environnement où vous voyez, d'abord, les malades étaient là, en fauteuil. C'est la première fois que ça existait, un laboratoire dans lequel qui est au cœur même du problème, on va dire. Et ça a été pour eux une expérience extrêmement enrichissante, et depuis, ça les a marqués à vie. En 1991, naissent les bébés ayant bénéficié du premier diagnostic prénatal, permettant de savoir qu'ils ne sont pas atteints de la maladie. Merci beaucoup. Gérard ?
Il y a 3 ans, on nous avait dit il n'y aura jamais rien, il n'y aura pas de diagnostic, il y aura rien. Donc tout était anéanti. Et grâce au Téléthon, grâce à l'AFM, grâce aux gens, à tout le monde, l'année dernière, ça s'est débloqué. Et là, on a retrouvé espoir, et là, on a notre bébé, et ça, c'est super. C'est toujours plus. Toujours plus, pour faire plus, pour donner plus, pour qu'on avance plus et pour qu'on entende encore davantage la parole des malades et des familles dans toutes les instances, à tous les niveaux. Je pense que c'est important que les malades, les familles, en effet, rentrent dans les laboratoires, s'intéressent aussi à la recherche, se rapprochent de ce monde qui peut paraître éloigné de notre quotidien de famille. Mais non, il n'est pas éloigné. Il faut vraiment s'en rapprocher et jouer l'interaction avec tous ces professionnels et ces spécialistes. Et parce que c'est de cela, c'est de cette proximité des uns et des autres, de cette interaction, en effet, que sont nées d'ailleurs toutes ces grandes avancées et que vont continuer demain les avancées sur lesquelles on a déjà débuté aujourd'hui. Les familles ont vu que on n'était pas seulement des rêveurs et des gens qui se projetaient dans un avenir magnifique et tout ça, mais des gens qui tenaient compte de la réalité quotidienne et qu'il fallait donner toujours toute leur place à des choses moins spectaculaires, mais d'un intérêt majeur pour le confort des enfants, pour la vie des familles et tout ça. Vous avez opposé dans la journée souvent d'un côté les enfants, leurs familles, et de l'autre côté les chercheurs. Vous les mettiez souvent en opposition. Il faut les voir comme un seul groupe. C'est ce que l'AFM a fait de mieux. Et des opérations comme celle-ci cimentent cette chose. C'est, je crois, ce qui donne le caractère unique à l'action de l'AFM, et c'est peut-être un des facteurs de son succès. Le moteur de l'association, ce sont les malades et les parents de malades. Pour autant, le choix, ça a toujours été de s'entourer de professionnels qui apportaient leurs compétences à l'association. Des professionnels, on l'a vu au fil du temps, qu'ils n'ont pas apporté par hasard. Ils ne sont pas rentrés à l'association par hasard, ils n'y sont pas restés par hasard. Et quand ils en partent, ils disent que c'est pas non plus indemne qu'ils en partent parce que l'histoire AFM vibre toujours au fond d'eux. Et donc, tous ces professionnels, tous ces bénévoles, des milliers de bénévoles qui nous accompagnent dans cette formidable aventure humaine, tous ces partenaires, les médecins, les scientifiques, c'est une vraie chaîne humaine et c'est parce qu'il y a ce moteur, mais c'est aussi parce qu'il y a les uns et les autres qu'on peut avancer vers cet objectif qu'on s'est fixé avec cette conviction qu'ils partagent et qui fait la force de l'association. Je me souviens que beaucoup de professionnels s'énervaient à juste titre quand des familles leur disaient « mais vous n'êtes pas concernés ». Et beaucoup de professionnels me disent « mais attendez, moi je suis concerné. Si je travaillais à l'AFM, c'est que je me sens concerné. J'ai peut-être pas un enfant atteint d'une maladie neuromusculaire, mais je me sens très concerné quand un enfant est dans la mouise le week-end, qu'il n'a plus de fauteuil, que son respirateur est bloqué, qu'il doit être trachéotomisé. Je me sens hyper concerné. » Ce qui est extraordinaire, c'est combien le mouvement associatif, l'AFM, au premier chef l'AFM, par contagion, a donné l'énergie aux chercheurs de se battre, et combien l'énergie des chercheurs a été contagieuse pour les médecins qui ont décidé de se battre avec les chercheurs. C'est extraordinaire, pour arriver finalement à transformer le destin, même quand on n'avait pas de produit de thérapie génique. Simplement en prenant en charge chaque symptôme. Chaque symptôme. On opérait les enfants qui avaient une scoliose. On considérait qu'ils étaient inopérables. Mme Barrois les a endormis. Elle les a opérés. Il y avait des chirurgiens à Saint-Vincent-de-Paul qui les a opérés. Les enfants avaient un problème. Eh ben on dresse une scoliose qui est sévère. L'enfant a une cardiopathie. Eh ben on l'opère sa cardiopathie. C'est pas parce qu'elle est une maladie génétique qu'on va pas les opérer. L'AFM a été quand même pionnière dans le mouvement associatif, et que ce mouvement associatif, il a rectifié le comportement des médecins par rapport à leurs malades.
Les malades étaient traités comme des chiens, comme des objets. La façon dont on parlait aux gens était inqualifiable. Elle avait soif, c'est Pépé. On est vraiment dans le cœur de ce qu'est la loi de 1901, selon moi. À savoir, on est là pour qu'un groupe de citoyens se regroupe, fasse entendre à l'État qu'un oubli a été clairement identifié, hein, et montrer par la réalisation associative que d'abord c'est utile, 2 ça marche, et 3 l'État doit prendre le relais. En 1997, l'Institut de myologie ouvre ses portes dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Katie Schwartz y en assure la direction du laboratoire INSERM. Ce dont je peux vous assurer, au travers de la confiance finalement qui va nous être accordée ou que vous nous avez accordée, c'est que nous allons mettre toute notre énergie, toute notre force, tout notre cœur au service de toutes ces pathologies pour que nous puissions très vite, ensemble, dans le cadre de cet Institut du muscle, aboutir à les résultats que nous souhaitons tous du plus profond de notre cœur. Les années 2000 apportent les premières avancées marquantes dans le domaine des génothérapies. Les bébés bulles traités par thérapie génique sortent pour la première fois de leur sphère en plastique pour vivre une vie normale. Les recherches avancent très rapidement pour la maladie de Huntington et l'infarctus du myocarde. Ces années-là voient aussi la première naissance d'un bébé en bonne santé dans une famille à risque grâce au diagnostic préimplantatoire. Nous avons, nous, famille, nous avons déclaré la guerre à la maladie. Il y a 15 ans, j'ai déclaré la guerre à la maladie pour mon fils. Au départ, pour mon fils, bien vite accompagné pour les autres enfants. Il y a 2 ans, Charles-Henri est parti. J'ai continué la guerre et toutes les familles continuent la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette guerre, elle est en effet contre des maladies, mais des maladies qui tuent. Bien sûr, c'est 5% de la population, mais en général, ce sont sur des enfants et ce sont des maladies mortelles. Il ne faut pas l'oublier. Pour Charles-Henri, c'était trop tard. Mais pour tous ceux que je voyais et tous ceux que je vois tous les jours, quand je vois des petits gamins qui arrivent dans les conférences ou autres, je me dis non. Ce qui est arrivé à Charles-Henri, ça ne peut pas et ça ne doit pas leur arriver. Et aux générations futures, ça ne peut pas arriver. C'est pas possible. En plus, on est là. On est à un moment crucial, on est à une étape cruciale et on sent et on sait que ça va marcher. Refuser, résister, guérir, cette rage en vous, elle est toujours intacte. J'arrive pas à accepter ce que la maladie fait aux enfants. Il faut que la suite, les générations qui montent, ne soient pas confrontées à ce qu'on a vécu. Et puis, il faut réhabiliter ce mot guérir, et c'est ce qu'on est en train de faire, à condition qu'on puisse continuer à être aidés, à être supportés. Tous ces Français qui nous ont aidés depuis 18 ans, on leur a promis d'aller au bout. On est en train d'y arriver. C'est pas le moment que les choses s'arrêtent. 2003 voit l'annonce des résultats du premier essai de thérapie génique pour les myopathies de Duchenne et Becker. En 2004 est mise au point une technique innovante de thérapie génique pour la myopathie de Duchenne, le Sodexan. Avant-hier, c'était la génétique, les fondamentaux, comment ça marchait sur les petites boîtes de pétri. Hier, ça marchait sur l'animal. Aujourd'hui, on est sur l'homme. Le plus grand résultat, c'est notamment ce premier médicament de thérapie génique dans une maladie rare qui est une forme d'immunodéficience. Et aujourd'hui, c'est un monde nouveau. C'est le monde du médicament. C'est le monde de l'essai sur l'homme, avec évidemment toutes les choses un peu complexes, puisqu'on se retrouve un peu d'égal à égal avec les maladies fréquentes. Ça, c'est formidable. Il y a 20 ans, oubliez de la médecine et de la science. Là, on est au même rang que les maladies fréquentes. Mais il faut inventer de nouvelles méthodes, il faut avoir de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats. Donc, en effet, on va défricher. Mais pas défricher la recherche fondamentale, défricher le monde du médicament. À partir de 2006, l'AFM et ses partenaires entament le grand virage des traitements. Un premier essai de thérapie génique chez l'homme est lancé par Généton pour une maladie neuromusculaire, la gamma-sarcoglycanopathie. Une thérapie génique est réussie chez un patient atteint d'une maladie génétique rare de la peau. Ce résultat est obtenu par une équipe italienne financée par les Téléthons français et italiens. 40 essais en cours ou en préparation, soutenus par le Téléthon, concernent plus de 30 maladies différentes. Des maladies rares, du muscle, de la vision, de la peau ou du sang. Mais aussi un problème de santé fréquent,
comme l'infarctus du myocarde. Au Téléthon 2007, on a vécu vraiment un grand moment lorsqu'il y a eu cette séquence, ce plateau, où il y avait les 40 médecins-chercheurs avec leurs malades qui représentaient les 40 essais qui sont en cours ou en préparation en tout cas, cofinancés par l'AFM grâce au Téléthon. Et en tête de cette séquence, devant ces médecins-chercheurs, il y avait Maria Grazia Roncarolo avec la petite Alena, enfant guérie par thérapie génique d'une forme d'immunodéficience. Maria Grazia Roncarolo est en train actuellement de rédiger son dossier pour le déposer pour qu'il soit reconnu comme médicament orphelin et qu'il ait l'autorisation de mise sur le marché. Sans les chercheurs, Alena, pour le moment, elle ne serait pas là pour le moment. Et c'est grâce aux chercheurs ou grâce aux dons du Téléthon qu'on a trouvé une solution pour Alena. C'est la première pierre, le premier médicament avec ces thérapies auxquelles on a cru, qui ont marché dans les boîtes de pétri, sur le petit animal, sur le gros animal, et aujourd'hui on y est. Lorsque l'on voit les malades à 1 an d'intervalle lors de réunions, on se rend compte qu'on va passer vite, tout le temps. Ce qui fait qu'on n'a jamais à l'esprit l'idée de ralentir nos recherches, de passer à d'autres types de recherches, tant qu'on n'a pas vu au minimum une amélioration de ces malades. Et ces améliorations, pour qu'elles soient visibles, c'est rarement sur 1 an malheureusement. Peut-être qu'au moment où les essais thérapeutiques démarrent, on va voir maintenant les résultats sur 1 an. Il y a des pathologies pour lesquelles on commence à avoir des résultats sur 1 an, où 1 an avant les patients n'étaient pas traités, 1 an après, ils sont améliorés. Réussi ces miracles, c'est-à-dire que ce chemin qu'on a parcouru en si peu de temps, même si c'est paradoxal, le temps des chercheurs, c'est pas le temps des malades. Pour autant, il est très court ce chemin. Aujourd'hui, celui qui reste à parcourir, il est encore plus court. Et le moteur, c'est toujours la souffrance, la révolte et l'espoir, la conviction portée par les malades et les familles.